Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de DH sur les ondes. J'espère Ouais, que on va vous nous faire entendez. Yes, c'est perfecto. Donc, qu'est-ce que c'est, Anas, le format capsule? Alors, le format capsule, pour ceux qui ne le savent pas, c'est votre format hebdomadaire tous les mardis soirs à 19 heures, où l'équipe de Double Auteur va traiter de divers sujets de culture. La semaine dernière, c'était Valora et Maud qui ont parlé de la temporalité au cinéma. Et cette semaine, c'est moi, Anna Zegari et Léa Balmi qui vont vous parler de la bande dessinée et l'architecture. Et oui, et alors, pourquoi la bande dessinée et l'architecture? Bon, c'est sympa en vrai comme sujet, on sait pas pourquoi, mais en gros, on va vous parler un peu des relations entre ces deux disciplines, avec donc pour l'instant des bandes dessinées qui traitent de l'anticipation en architecture. Grosso modo, on part sur de l'utopie, de la dystopie, tout ça, quoi. Des On va revenir sujets. un peu. Ah, mais on kiffe, on kiffe. On va revenir un peu aux origines de la bande dessinée avec les bandes dessinées de Winsor McCay. C'est un peu le papa de tous dans le domaine de la bande dessinée, parce que en 1905, il commence à publier dans des revues, enfin dans des journaux à New York, ces petites bandes dessinées de Little Nemo in Slumberland. Voilà. Bon, pour la faire courte, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Nemo. Pas dans le dessin animé, hein, c'est vraiment un petit garçon. Et donc, ce petit Nemo, il va s'endormir chaque soir et arriver dans le monde du sommeil. Et c'est totalement surréaliste, c'est vraiment n'importe quoi. Mais on kiffe parce que ça se trouve du coup à New York. Là, vous pouvez voir d'ailleurs, est-ce que vous voyez, oui, que en gros les personnages ils sont totalement disproportionnés. Il se passe plein de petites aventures et le but de ce petit Nemo c'est de trouver la princesse. Parce que C'est on sait notre but à tous. C'est notre but à tous dans la vie. évidemment. Sauf que bon, c'est quand même dans son rêve, donc à chaque fois ça se finit comme un peu dans nos cauchemars, en mode chute, accident, mort, tout ça. Donc bon, c'est Du très gros joyeux. fun. Voilà. Et bon, au final, il y a un des derniers épisodes, je vous ai grave spoilé, mais il arrive au palais de la princesse. Et c'est assez drôle parce que ce palais, en fait, il se trouve que c'est une inspiration directe du palais des transports de Sullivan lors de l'exposition universelle de 1893. Ce qui montre que Mackay, eh ben, il est pas venu de nulle part, quoi, ce petit mec. Ah non, et si j'avais vous demander qui c'est Sullivan, bah, c'est Louis Sullivan, un peu le papa de l'architecture new-yorkaise. C'est lui qui a donné ses lettres de noblesse aux bâtiments, au gros building Art Nouveau que vous pouvez voir un peu partout à New York. Voilà. Voilà. Mais Mackay, ce qui est assez cool, c'est que de base, son ancien métier, il était un peu. Il faisait partie des parcs d'attractions de Coney Island, ce qui fait que dans sa bande dessinée, on remarque le côté totalement what the fuck des dessins, et ça, on kiffe. Alors on se Donc, laisse emporter. ouais, voilà, c'est assez rigolo. Dans la même lignée, enfin, beaucoup, un peu plus tard quand même, hein, enfin, même 100 ans plus tard, non, au moins, bref. Je voulais faire le calcul parce que c'est en 1983. On a François Schwitten, donc qui est dessinateur, et Benoît Peters, qui est en fait le scénariste. Scénariste. Ouais. Voilà, tout à fait. Il lance donc en fait la série de. Enfin, je sais pas si on dit série pour une bande dessinée, non, pas du tout. La série d'albums Les Cités Obscures. Alors, on kiffe tous Schwitten quand on est archi. Pourquoi? Parce que on sent vraiment l'importance du monde architectural dans ces bandes dessinées. Il se trouve que Les Cités Obscures, c'est une série d'albums, il y en a 11, où Ouais. chacune traite d'une ville totalement dystopique, voilà. C'est dans un monde totalement parallèle, mais qui ressemble un peu aux nôtres quand même. Et là, je vais vous parler du coup de la fièvre d'Urbicande. Voilà, c'est un mot très bizarre. Euh, et dans ce monde, dans cette ville, il y a les Urbatek qui ont dessiné la ville. Et ce qui est assez drôle dans Ouais. cette bande dessinée, c'est que pareil, on a des petites références que seuls les vrais savent. Par exemple, là, si vous avez reconnu le cénotaphe de Étienne Luboulet, qui est inspiré aussi dans la BD de cette architecture de l'Urbatek. Donc en gros, l'histoire, c'est quoi? C'est le gars qui trouve une sorte de cube, enfin de structure cubique plutôt. Ouais. Et en fait, il le pose n'importe comment. Enfin, genre, vous voyez le petit cube là, bah, il l'a posé de travers. Et le cube, eh ben, il se multiplie. Enfin, en fait, il s'agrandit dans toute la ville et ça devient n'importe quoi. Ça devient une sorte de treillis géant qui déglingue toute la ville. Donc, Exactement. C'est un peu l'effet que fait votre petit frère ou votre petite sœur sur la belle ville en Lego que vous avez montée quand vous étiez petit.
c'est n'importe quoi. Bref, ils cassent tout, ça casse tout, c'est n'importe quoi. Mais en vrai, c'est tellement intéressant et c'est tellement genre, c'est nous, architectes, mais dans le futur, et c'est trop cool. Bref. Voilà, donc ensuite, le deuxième album, toujours dans les cités obscures, c'est La frontière invisible que j'ai choisi et qu'on a choisi ensemble d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que moi ici. Euh, La frontière invisible, c'est l'histoire d'un géographe, d'un jeune étudiant qui est pris, qui est accepté dans un centre de cartographie. Non, d'ailleurs, il n'est pas géographe, il est cartographe, pour un peu refaire tous les plans de la ville. Voilà. Et on se rend compte en fait que qu'en fait c'est un dictateur qui est à la tête de cette ville et qui veut tout simplement effacer l'histoire pour mieux la reconstituer grâce à la cartographie. Donc c'est Exactement. hyper intéressant. Et Hyper politique. d'ailleurs, pour répondre à la question de Valora, Urbatech, ça vient de la fusion entre urbaniste et architecte, en fait. Yes, c'est Je crois magnifique. qu'on avait oublié Jeu de mots. de préciser. J'aime les gens qui font des jeux de mots. Mais donc ouais, Exactement. c'est assez stylé. Et donc voilà, donc je vous conseille vraiment de lire ces bandes dessinées. Schuiten, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, c'est le frère de Luc Schuiten. Enfin, parce que du coup, il y a François et Luc. Il y en a un troisième Ouais. d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais, et son frère Luc Schuiten, moi je l'appelle l'inventeur un peu, c'est un peu le gars qui bricole, C'est notre papa, hein. C'est le un peu, papa à nous autres architectes. qui a fait des Enfin, utopies végétales dans Paris, dans Nantes. Je pense que vous avez peut-être dû en entendre parler. C'était... et si jamais c'est pas le cas, on vous conseille quand même d'aller voir. Il a fait 2 conférences TEDx qui sont trouvées sur YouTube. Ça dure une vingtaine de minutes et c'est hyper intéressant en vrai. Et on vous conseille, ça vaut carrément le détour si vous connaissez pas. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu ce genre de mec qui allait construire sa cabane autonome dans les années je sais pas combien, mais bref. Trop cool. Donc voilà, ces deux frères, mais du coup, on sent vraiment l'influence de l'architecture dans ces bandes dessinées. Et donc, allez voir ça tout de suite. Voilà. Exactement. Alors, concernant la prochaine bande dessinée qu'on va vous présenter, c'est encore une fois l'évolution des 2 bandes dessinées dont on a parlé. Et je parle bien sûr de Valérian et Laureline, écrit Ouais. par Pierre Christin et dessiné par Jean-Claude Mézières. Alors, vous avez sûrement connu, soit grâce au film de Luc Besson qui est sorti il n'y a pas longtemps, ou encore grâce au dessin animé, ou tout simplement grâce à la BD. Mais donc, ces histoires qui retracent les aventures des espèces de policiers de l'espace Valérian et Laureline nous emmène en fait dans différentes planètes, différents environnements. Et là, en fait, on vous a sélectionné 2 tomes qui traitent de l'architecture de manière anticipative, mais d'une manière assez intéressante. La première, c'est la Cité des eaux mouvantes que vous voyez juste ici. Et en gros, nos deux spationautes se retrouvent en fait dans un New York du futur. Enfin, le futur, sachant que la BD est sortie dans les années 60, c'est 1980. Donc Je ça, vous c'est le laisse New York intégrer ça. après confinement où tout est parti en couille. Voilà. C'est ça. Au-dessus d'une explosion en Antarctique, il y a la montée des eaux, la nature reprend ses droits. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette BD, je ne vais pas trop vous spoiler, mais c'est qu'on voit un peu comment les hommes s'adaptent. Et surtout, on voit une représentation de la grande pomme, tout en nature, Enfin, on a l'impression que Venise vient s'inviter à New York. Et pour ce qui est de la deuxième bande dessinée, qui, euh, qui est qui est Valérian et Laureline et l'Empire aux 1000 planètes, ça se passe dans la cité de Cirtre la Magnifique, qui est une cité en fait d'inspiration orientale. Et là, du coup, ce qui est intéressant avec l'architecture qui nous est présentée, bon, déjà, c'est totalement inventé, même si on devine les inspirations. Et surtout que là, l'architecture, elle vient en fait témoigner du contraste qui peut exister entre les puissants et les gens comme vous et moi, absolument banals. C'est pour ça qu'on a un château qui est absolument gigantesque et un espèce de bazar totalement confiné dans l'ombre, qui rappelle un peu aussi les médinas marocaines. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller y faire un tour. Allez, let's Mais go. Dans le confinement, c'est le moment, quoi. ouais, un petit Google Street View, franchement, vous ne serez pas déçus. Allez, Google Earth, on kiffe. Hein. Donc voilà pour en fait, là, on vous a montré ces BD traitent de l'architecture enfin, font une anticipation de l'architecture, de manière que ce soit utopique. Ouais, on est dans le turfu. Enfin, le turfu des années 60 ou le turfu de... Ouais. Et donc, ce qui fait que...
Mais ce qui fait que là, maintenant, on aimerait vous présenter des BD qui traitent cette fois-ci de l'architecture, mais qui l'utilisent comme décor, en fait. Ouais, Et comme la tout dans ce première, récit, vraiment, ouais. exactement. Et si vous ne l'avez pas déjà reconnu, la première BD dont on va parler, c'est Batman, le célèbre, le célèbre justicier masqué, qui, à ses débuts, était défenseur de New York City. Maintenant, on le connaît plus comme le Chevalier Noir de Gotham City. Un espèce de, comme vous pouvez voir, un espèce de New York City totalement vertical, ultra haut, témoin des contrastes socio-économiques que subit la ville. Et aussi, c'est une version ultra gothique, ultra dark. Ce que j'adore en fait avec les deux bandes dessinées, là, enfin, les panneaux que je vous présente ici, c'est à quel point en fait Gotham est quasiment un personnage avec ses moments de contemplation. On voit un espèce de Bruce Wayne totalement tout seul juste ici, qui est un shot absolument magnifique. Et aussi en fait, on a ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on a de nouveaux moyens de circulation, comme ici on peut voir avec juste en dessous avec ces espèces d'autoroutes aériennes qui vont serpenter entre les différents buildings. C'est assez marrant quand même, je trouve. Le monorail. Ah, le monorail aussi. Le monorail, ne pas oublier, que vous avez peut-être vu dans les films de Christopher Nolan. Et un autre point, c'est que ici, les dessinateurs utilisent Gotham City pour, en fait, comme une illustration du combat que mène Batman contre le crime. On a un espèce, là, vous voyez ici, en fait, on s'imagine en fait un espèce de combat à la David contre Goliath. Batman écrasé par la ville, réussira-t-il à tous les sauver? C'est ce qu'on sait. C'est bien. Mais maintenant, on va parler d'une bande dessinée un peu plus positive quand même. On part sur des petites aventures rigolotes et comme par hasard, c'est moi qui présente. Hein. Donc, on va parler de Tintin. Voilà. Tintin, une bande dessinée créée par Hergé dans les années 30, en 1930, ouais. Et pourquoi on vous présente Tintin? Parce que à travers ses multiples aventures aux quatre coins du monde, vraiment, je crois qu'il a fait vraiment tous les continents, et ben, ça nous dépeint beaucoup de paysages et d'architecture qui s'inspirent beaucoup du réel quand même. Donc, par exemple, bon, pour ceux qui connaissent pas, Tintin, c'est qui? C'est un reporter qui est accompagné de son petit chien Milou qu'on kiffe tous et du capitaine Haddock qui arrête pas de dire des insultes trop drôles d'ailleurs, le professeur Tournesol et aussi Dupont et Dupont. Voilà. Donc, c'est toute la petite équipe qui va un peu aux quatre coins du monde résoudre plein de mystères. Et au final, donc déjà, on se rend compte que dans pas mal de bandes dessinées, on est face à une certaine architecture. Par exemple, bon, rien que le château de Moulinsart, là où est-ce qu'ils habitent, en fait, c'est ici. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment, vraiment fictif. Voilà, ce château. Quoi? Oui, non, en fait, je savais, mais... C'est vraiment une grosse blague. Et en fait, il est vraiment inspiré, par contre, du château de Cheverny, qui lui existe totalement et qu'on peut visiter. Et voilà, il y a aussi dans l'île Noire, là, est-ce que vous voyez l'espèce de château sur une île voilà. En fait, c'est un château totalement fictif aussi, et c'est Tintin qui est en Écosse, mais qui s'inspire d'un château, d'ailleurs en France, qui s'appelle le château d'Île-Dieu, ouais, c'est ça. Bref, et donc en gros, c'est un château sur une île. Mais ce qui fait que ce qui est assez impressionnant dans Tintin, c'est qu'il y a énormément de paysages qui ressemblent vraiment à la réalité, mais qui sont totalement inspirés. Bon, sauf exception, par exemple, là, vous voyez tout au fond, là, une petite vignette de la cité de Petra en Jordanie, qui, elle, existe bien. C'est vraiment une cité gravée dans la roche, c'est impressionnant. Et donc voilà, on a plusieurs paysages aux quatre coins du monde, c'est assez ouf. Mais Tintin, c'est aussi plein de poursuites. Voilà, c'est ça qu'on kiffe. C'est quand le méchant s'en va ou quand le méchant poursuit. Et là, on traverse... Suspense, c'est à son comble, là. C'est n'importe quoi, ça part vraiment là, que ce soit dans les paysages, bah là, par exemple dans le Lotus bleu, oui, ou le crapaud pince d'or, par exemple, là, c'est vraiment les courses-poursuites qui dépeignent l'ambiance des villes. Donc voilà, c'est assez sympathique quand même. Oui, oui, oui. Et franchement, gros coup de cœur. Et d'ailleurs, si jamais vous n'avez jamais lu les bandes dessinées Tintin et que vous n'êtes pas très chaud de lire des bandes dessinées en ce moment, je vous conseille quand même le super dessin animé qui passait pendant notre enfance, qui est disponible sur YouTube, mais aussi le film de Spielberg, Tintin et le mystère de la licorne, et le secret de la licorne, pardon, Ouais. et qui a un bel hommage et franchement une introduction plutôt sympa à l'univers de Tintin. Mais franchement, les dessins animés, c'était ma vie. Ah, mais Genre, je sais pas une petite générique, mais elle m'a marqué de ouf. c'est ça. Ouais. Si YouTube ne faisait pas chier avec les droits d'auteur, on vous l'aurait mise. Hein. Putain, chut, on est sur Bon.
Enfin, c'est trop Ouais, mignon. mais bon, maintenant, on va vous parler d'une autre bande dessinée qui, cette fois, utilise l'architecture comme décor, mais également comme propos. Et je parle bien évidemment de L'aimant de Luca Harari, qui sortit en 2013. Et petit fun fact sur l'auteur, c'est que le gars, il a sorti alors qu'il était encore en train de faire ses études d'architecture. C'est-à-dire qu'à notre âge, le mec avait déjà Ça, sorti une BD qui était publiée. des gens comme nous, là. Ouais, ouais. Là, c'est assez impressionnant, personnellement. Et c'est un gros coup de cœur pour ma part parce que, bon, déjà, le livre se passe dans les thermes de Vals en Suisse, enfin, le célèbre bâtiment de Peter Zumthor. Et le personnage principal est un étudiant parisien qui va pour ses vacances et pour percer le mystère des thermes et des montagnes suisses. Et en fait, ce qui est vraiment cool avec cette bande dessinée, ben, c'est déjà son style graphique qui est très très soigné, qui met vraiment en valeur l'architecture. L'utilisation des trois couleurs bleu, rouge et gris mais, ben, est très raccord avec les couleurs employées par Peter Zumthor lui-même. Et surtout, si vous remarquez bien, il a supprimé les espaces entre chaque Ouais, c'est la compression. Ouais, C'est voilà, aussi. il y a une espèce de compression, on est Ouais, complètement happé, on se retrouve à l'intérieur de ces célèbres termes de valse. Et franchement, c'est même si vous faites pas forcément d'études d'architecture, ça reste un bouquin intéressant parce qu'il se retrouve en fait entre c'est un polar et en même temps une espèce d'histoire un peu fantastique qui cache aussi un profond amour pour l'architecture et nous pose la question dans quelle mesure l'architecture peut-elle nous influencer? À méditer. waouh, franchement. Ça, il faut le retenir comme leçon. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, allez lire aussi le livre de Peter Zumthor, Atmosphère, parce que Incroyable lui aussi. incroyable. Et maintenant, on va passer à une autre catégorie. La bande dessinée comme média de l'architecture. En gros, comment les architectes sont appropriés cette iconographie de la bande dessinée pour exprimer leurs propres idées. Et donc, on va venir à la base de la base, Archigram. Donc, Archigram, c'est quoi? C'est un groupe d'architectes des années 60-70, dont le chef de file est Peter Cook, tout à fait. Et en fait, ces archis, ils se sont réunis pour faire une revue d'architecture, un peu comme DH après tout, mais en très très stylé Mhm. quand même, parce que ils utilisent toute l'iconographie en fait de la culture pop, avec notamment toute cette époque où l'informatique, les jeux vidéo se développent, la bande dessinée, voilà, tout cet univers-là. On Et remarquera d'ailleurs, en mode petit fun fact, on remarquera que la couverture Amazing Archigram s'inspire justement des premières couvertures de The Amazing Spider-Man. Voilà, on ferme la yes. parenthèse. Non, mais c'est vrai que j'avais. Putain. Mais voilà, il se trouve que ces archis, ils sont assez sympas parce qu'ils présentent leur projet totalement utopique parce qu'en fait, il faut savoir que dans les années 60-70, ils sont vraiment dans ce questionnement sur la ville, comment penser la ville avec enfin, avec tous les problèmes d'hyperconsommation et voilà, comment questionner tout ça. Ils sont écologistes avant l'heure, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, et ce qui a donné par la suite d'ailleurs tout le mouvement high-tech qui s'en sont beaucoup inspirés, notamment Renzo Piano et Richard Rogers pour le Centre Pompidou. Mais Voilà, également nos chers masters l'année dernière qui avaient fait un petit rendu en bande dessinée à côté de leur planche. j'avoue, c'est assez stylé quand même. Mhm. Donc ça peut aider, voilà, ça peut Oui. aider. Et maintenant, on va passer à un autre type de bande dessinée qu'on connaît, enfin qui a été très médiatisée, parce que l'agence Big, donc Bjark Ingels Group, ouais, je sais pas, je l'ai massacré à la Non, tronçonneuse. non, non, tu l'as très Et bien dit. voilà, Bjark Ingels Group, voilà, oh, comme c'est distingué. Et comment ils ont carrément, eux, décidé de faire un manifeste, le manifeste de leur architecture, mais en bande dessinée. Donc, à la place d'avoir un petit bouquin de 200 pages sur le pourquoi du comment, et ben, on a un bouquin de 400 pages de bande dessinée. Où en fait, Bjark Ingels, qui est le fondateur de Big, déambule un peu tout au long de la BD et commente ses propres projets, un peu comme une sorte d'oral de concours, mais versus papier. En fait, il est en mode oui, vous voyez ça, bah, c'est moi qui l'ai Et il fait. nous montre bien qu'il est le maître du lieu en vrai. Mais donc c'est assez, en vrai c'est assez fun comme livre, je vous le conseille vraiment, dans le sens où ça nous donne vraiment, voilà, comment en tant qu'archi on peut s'exprimer avec d'autres moyens qui sont ceux de la bande dessinée. Donc là c'est plus un roman photo que de la bande dessinée, mais en vrai c'est quand même sympa. Après il y a certes beaucoup de controverses sur ces architectes
parce que du coup le livre s'appelle Yes is More. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, et ben Yes is More ça renvoie à Less is More de Miss Van der Rohe. Cette archi- AKA, l'excuse qu'on se donne à 3 h du matin en pleine charrette quand on ne peut pas faire tous les documents. C'est bon, ça passe, c'est minimaliste, c'est Less joli. is More, Less is More, on fait un cube. Non mais eux c'est totalement l'inverse, c'est Yes is More, ça veut dire que leurs projets sont totalement what the fuck. Franchement ça c'est trop c'est un peu dans l'excès. Mais bon, ces archives voilà, c'est un peu controversé, soit tu kiffes vraiment ou soit tu n'aimes pas du tout. Mais nous on voulait vraiment appuyer sur le fait que on va leur quand même leur avouer qu'ils ont quand même bien fait la com parce que grâce à ce livre, bah ils ont vraiment monté en flèche niveau médiatisation en fait. Voilà, le livre a été en rupture de stock direct en fait, et voilà. Donc C'est assez incroyable. c'est assez ouais, c'est en 2010 d'ailleurs, c'est assez récent. Enfin non, ça a 10 ans. OK. Bon, bah j'étais loupé. Bon, mais alors, aussi, c'est pas les seuls, justement, à utiliser le médium de la bande dessinée pour présenter leur projet. Parce que là, les prochains architectes dont on va vous parler utilisent la BD pour présenter un gros, big et fat projet. À savoir, les célèbres Herzog et de Meuron, associés à l'ATH Studio de Bâle, vous présentent le Métrobal Comique ou leur plan d'aménagement urbain et architectural de la ville de Bâle. Et en fait, c'est au travers des aventures de deux personnages. Ils vont nous présenter en fait déjà le fonctionnement existant de la ville, son organisation au niveau du travail, au niveau des loisirs, tous ces petits trucs bien sympathiques. Et justement, ils vont en profiter en fait pour nous emmener à travers de leur logique, pour nous faire voyager et nous présenter leurs propositions. Ce qui fait que là où je trouve que c'est assez malin et assez intelligent, c'est que les personnes qui ne sont pas forcément familières avec l'architecture ou l'urbanisme peuvent prendre cette BD, la lire, et en fait, elles vont totalement comprendre les volontés de l'architecte et peut-être mieux réagir. En tout cas, ce médium de la bande dessinée permet vraiment ici de présenter l'architecture et les projets à une plus grande ambiance. En tout cas, ça reparlera plus que les plans et coupes qui nous parlent plus à nous, étudiants en architecture. Non, mais c'est vrai, et c'est assez ingénieux parce que voilà, c'est assez intuitif au final, et franchement, si on avait tous un PLU en bande dessinée, ça nous simplifierait la vie. Ah, mais Enfin bref, tellement. les choses compliquées parfois peuvent être expliquées simplement. Voilà, c'était une citation de Léa Balmy, merci. En live Et aujourd'hui à non, 19h voilà, 23. bon, il y a plein d'autres bandes dessinées qu'on pourrait vous présenter, mais le temps tourne. Et donc, on vous propose de discuter là-dessus. Et si vous avez d'autres idées de bandes dessinées, de choses qui vous font penser à ça, et ben, n'hésitez pas dans les commentaires à proposer en fait d'autres styles on voit ce que vous dites. Exactement. Bien sûr, abonnez-vous. Oh, j'ai toujours rêvé de dire ça comme une youtubeuse. Si vous avez kiffé, abonnez-vous. Et Voilà. mettez le petit like. Ok, ça ressemble absolument à... Yes, ça ressemble à rien, mais vous avez l'intention là. On va dire une patate, mon truc.